à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau plateau sport et définition. On va parler à présent du spectacle sportif. On va se demander comment le réinventer pour s'adapter aux nouvelles manières de le consommer et à un nouveau public également. Je vous rappelle qu'on est en direct sur X, sur LinkedIn et sur Instagram. 3 quarts d'heure ensemble pour parler de ce sujet passionnant avec un plateau de spécialistes médias et sport. Honneur aux filles avec Émilie Ross déjà qui est à ma droite. Bonjour Émilie. Bonjour Marina. Consultante communication et football. Bienvenue sur ce plateau. Pierre Maturana également. Bonjour Pierre. Bonjour Marina. Directeur de la rédaction du magazine SoFoot. Et à ma gauche, j'ai Jamel Agawa également, le PDG de la Kings League qui est avec nous. Bonjour Jamel. Bonjour Marina. Et bienvenue également pour discuter de tout cela on est à... il y a plusieurs jours déjà, cette finale de la Kings League s'est déroulée ici à Paris. Peut-être qu'on va commencer avec cet exemple qui est quand même assez parlant de ce que l'on peut faire de nouveau, d'innovation, en tout cas autour du foot ou du sport, parce que évidemment il y a des modifications aux règles et ce n'est pas complètement du football, mais en tout cas déjà la preuve, peut-être en image avec vous, que l'innovation dans ces termes-là, avec des formats complètement originaux et peut-être assez inattendus, fonctionne. Ça a été le cas. Oui, ça a très bien fonctionné et ça fonctionne bien dans tous les pays en fait. C'est ça qui est étonnant. Ce qui est peut-être la preuve que les Gen Z, comme on les appelle, sont les mêmes partout, en France, en Italie. Oui. Ça marche de la même manière. Je crois qu'ils sont tous à la recherche de nouvelles choses, choses d'un sport, d'un spectacle sportif qui soit un peu plus intense, un peu plus fun aussi, un peu moins sérieux peut-être à certains endroits. Je crois qu'ils sont à la recherche aussi d'un moyen de consommer du sport avec des commentaires un peu out of the box et pas toujours les mêmes toute la journée. Et tout ça fait que quand on assemble ces recettes-là, ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Émilie et Pierre, c'est vrai que j'imagine vous comprenez cet engouement autour de ce nouveau type de format parce que vous aussi, dans vos activités respectives, vous sentez qu'il y a cette appétence-là pour du plus fun, du plus court, du plus ludique. Ouais, c'est une autre consommation, c'est une autre façon de créer aussi. Pour moi, c'est des nouvelles disciplines en fait. C'est un mix où en fait on va répondre surtout aux besoins d'une communauté. Oui. Aujourd'hui, c'est ça. Il faut surtout réfléchir à la communauté qui regarde. Et je trouve que la Kings League, elle est vraiment faite pour les gens qui la regardent. C'est-à-dire qu'on a répondu à leur code. Et puis, le côté streaming, qui peut aussi, aujourd'hui, on le voit dans le sport, se fait de plus en plus, c'est l'interaction qu'on va chercher. C'est un nouveau moyen de communiquer avec les gens et de créer finalement de la proximité digitale, mais pas que, parce qu'on voit qu'après, il y a des événements en réel. Donc, on travaille, sur des formats plus courts sur le digital et en même temps, sur des streams beaucoup plus longs, où en fait vous allez pouvoir snacker du contenu ou alors être là en fil rouge. Donc il y a vraiment du temps pour tout le monde suivant les consommateurs. Des formats différents et aller chercher ce nouveau public et lui proposer autre chose. Pierre aussi, c'est quelque chose qu'on ressent aussi dans les magazines, cette appétence-là, quoi. Ouais, déjà ce qui est intéressant, c'est le cheminement qui a fait qu'on a abouti à la Kings League. C'est-à-dire que depuis 5, 6, quasiment 10 ans, on se disait « Ah tiens, les jeunes et le foot, comment ils le consomment ?» Ils l'aiment moins que nous. Est-ce que le foot n'a pas trop changé? Ils ont une autre attention, une autre concentration sur les écrans, sur le sport en lui-même, etc. Et c'est vrai que souvent, dans les rédactions, on s'est posé les questions de sur quoi ça va aboutir. Et ça, finalement, c'est la première grosse innovation qui marche en soi sur ces publics-là. Et donc ça, en soi, déjà, il a fallu s'adapter. Oui. Et se dire, tiens, en tant que média, quel va être mon rôle là-dedans? Et donc, en tant que média, nous, notre rôle en général, c'est soit un rôle de prescription, de dire tiens, il y a ça qui arrive, etc. Il faut s'y intéresser parce que ceci, cela. Il y a un rôle d'analyse et d'observation qui est de dire ça dit ça de la société, ça dit ça des jeunes, de leur consommation, de leur rapport au sport, de leur rapport à l'amusement, au divertissement, etc. À la performance aussi. Et derrière, comment nous, en tant que médias, donc que ce soit magazine, site, réseaux sociaux, etc., comment on fait pour épaissir un peu cette matière qu'on a avec la Kings League, par exemple, le cas échéant, et en faire un genre de culture, c'est-à-dire comment on construit, comment on nourrit la culture autour de ce nouvel objet, de ce nouveau produit, pour en faire autre chose que juste un produit, et se dire, tiens, autour de ça, il y a de la culture, il y a des jeunes qui émergent, il y a des idées qui se font, etc., et comment on en parle, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quoi. Et puis associer le public toujours avec ce mélange des genres aussi que la Kings League a très bien fait entre les sportifs connus ou non connus, les influenceurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que tout le monde peut participer en fait à cette compétition. Il y a ce sentiment-là, je pense que le public ressent aussi. C'est très important. Vous avez dit la Kings League c'est fait pour son audience. En fait, je vais dire la Kings League c'est fait avec son audience. Oui. On les implique énormément.
On a demandé à notre audience la couleur du terrain. La couleur du terrain qui est noire et grise, c'était un sondage qui a été fait. D'accord. On leur a demandé dans quelle ville ils voulaient qu'on joue des finales. Très souvent, on leur soumet des idées de règles et on leur demande de choisir si ça les intéresse ou pas. Et c'est une caractéristique très importante de cette génération. Ils aiment être impliqués, ils aiment interagir et ils interagissent tous les jours avec leur streamer préféré, leur créateur de contenu préféré. Ce que moi, j'avais pas. Moi, je regardais une télé et je regardais la même chose que tout le monde. Exactement. Mais eux peuvent discuter avec tout le monde. Et la deuxième caractéristique qu'ils ont et qui a vraiment compté beaucoup dans la création de la Kings League, c'est que j'entends souvent dire les jeunes générations n'ont pas de patience. C'est pas vrai. Les jeunes générations sont soumises à des milliards de contenus. Oui. Et ils peuvent naviguer ce contenu avec leur pouce très facilement. Ils peuvent choisir. Donc pourquoi ils attendraient? Si ils s'ennuient pendant 2 minutes, il y a autre chose. Moi encore, à mon époque, quand il y avait un film un peu boring, il fallait que je me le tape parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc c'est comme ça. Et donc quand on a cette habitude-là, on a mis en musique ces 2 principes en se disant on doit absolument interagir avec eux. Et donc on doit avoir des streamers qui interagissent avec eux, qui répondent dans leurs commentaires, on doit leur poser des questions sur leurs règles. Et le deuxième point qui est vraiment très important, c'est que il doit se passer quelque chose sur le terrain toutes les 2-3 minutes. Oui. Alors on a tordu les règles et on a pris des codes du jeu vidéo pour qu'il se passe quelque chose toutes les 2-3 minutes. Oui. On ne veut pas avoir les 10 minutes où il ne se passe rien qu'on peut voir dans d'autres sports parce que dans les 10 minutes, on a perdu 3 clients. pas un. Toutes les 3 minutes, on en a perdu un. Donc c'est ça le principe. Et le public, comment vous les associez du coup quand il y a des nouvelles règles que vous avez envie de mettre en place? Ça se passe sur les réseaux sociaux, vous sondez C'est soit en live, souvent en live, on pose des questions via les streamers qui sont propriétaires d'équipes entre les matchs, discutent avec leur audience et donc proposent des idées, etc. Oui. Et donc il nous est arrivé de faire des sondages en live. On a une finale par exemple à Malaga qu'on a décidé en live avec le public, qui a décidé qu'on allait à Malaga. À l'époque, on n'avait pas de contact avec Malaga. Si il va falloir appeler Malaga pour voir s'il y a un stade. Et on est allé faire la finale à Malaga parce que le public nous l'a demandé. Et quelque chose aussi qui entre en ligne de compte dans la nouvelle manière de consommer le sport et le foot peut-être en particulier, c'est qu'on le sent aussi que ce sont les personnalités qui attirent, Pierre. C'est vrai que le côté club, institution, maintenant les plus jeunes générations sont peut-être plus focus sur le joueur, sur sa personnalité, sur ce qu'il va donner sur les réseaux sociaux. Tout ça aussi, ça entre en ligne de compte. C'est ça, alors peut-être à tort ou à raison, nous depuis quelques années, on dressait un peu ce constat de se dire tiens, dans le foot, il y a quelque chose qui intéresse un peu moins, qui est le jeu. Oui. Un peu moins. Alors parfois dans des niches très geeks, etc., où il y avait vraiment de la connaissance, etc. Mais au grand public, on a l'impression que le jeu, ça pouvait un peu ennuyer, comme tu disais, les 10 minutes où il ne se passe rien, c'est un peu chiant, etc. Et à contrario, on voyait quand même que les footballeurs prenaient parfois le pas un peu sur leur équipe, et bien plus qu'avant. Évidemment, il y a eu des stars dans les années 2000, 90, etc., mais pas au niveau d'aujourd'hui, où tu as des joueurs qui sont bien plus gros parfois que leur club et que le foot en général. Et tu as souvent, peut-être avec aussi toute la culture qui est FUT, la Kings League, etc., le côté, je mets en avant un joueur avant l'équipe. On voit beaucoup de gamins, alors je ne vais pas faire des généralités, etc., mais beaucoup de gamins qui peuvent très bien avoir un maillot de Neymar, un maillot de Ronaldo, un maillot... Enfin voilà, il n'y a pas de cohérence particulière en termes d'équipe. Mais par contre, les joueurs, ils les connaissent bien. Et ils s'attachent, je trouve, aujourd'hui plus facilement à des joueurs qu'à des équipes. Oui. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu ressens aussi, Émilie, ça, ce côté vraiment focus sur les personnalités. Le sport, il passe presque un peu au second plan, non? Ça dépend des histoires. Ouais. En fait, là, dans l'intitulé, on parle de storytelling et je pense que c'est ça, c'est quelles histoires on va réussir à raconter ou les gens eux-mêmes vont réussir à raconter. C'est-à-dire que si je compare avec le football actuel et tout ce qu'on a pu dire sur notre Ligue 1, ça manquait d'histoire. Oui, mais du coup, l'histoire, tu peux la raconter de par les supporters, de par les téléspectateurs, de par les joueurs, de par les présidents. Enfin, en tout cas, c'est comment tu vas tirer le fil du storytelling pour arriver à capter une attention qui ne repose pas forcément sur le jeu, mais sans oublier que tout le monde peut considérer un petit sujet. Et c'est ça, aujourd'hui, je trouve, qui manque dans les médias traditionnels, c'est-à-dire qu'on va faire des focus sur, mais on ne va pas aller tirer le fil de ceux qui aiment que le jeu, ceux qui aiment que les personnalités. Je pense qu'il y a vraiment, je le répète, mais je pense que ça va être ma phrase, il y a vraiment de la place pour tout, un tant soit peu qu'on considère vraiment tous les gens qui consomment et leur manière de consommer. Que ce soit effectivement des focus terrain, parce qu'à côté de ça, les highlights sur Internet fonctionnent de folie. Oui. Le beau jeu fonctionne. Oui. Alors par contre, on va manger que 8 minutes versus 90, mais c'était les 8 minutes de beau jeu, on va se repasser l'image. Et ça va tourner. Donc ok, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on arrive justement à tirer les ficelles de tout ça? Parce que les gens ont besoin d'histoire et chacun a besoin de son histoire. Par contre, l'avantage, je pense, c'est que on a vraiment de quoi raconter sur tous les assets. Il y a de la matière.
C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de constituer une culture autour de la Kings League, puisqu'on parle de la Kings League, parce que c'est ce qui va permettre aux gens un peu de s'attacher à la fois au sport, qui est la Kings League, et peut-être d'amener des nouvelles personnes. La Kings League, on dit depuis tout à l'heure, c'est un truc de jeunes. Du coup, il faut amener par exemple les parents à comprendre ça. Et les parents, ça va être sur des médias plutôt papier, par exemple, Oui. peut-être un peu web écrit. En revanche, tout ce qui va être les histoires à raconter pour les jeunes, ça va être peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui est intéressant, à mon avis, le défi à relever pour la Kings League, c'est maintenant d'arriver à se dire, OK, les profils qu'on a dans notre sport, il va falloir qu'on les vende un peu à droite à gauche aux médias pour qu'ils racontent leur histoire, comme tu disais. Oui. Et effectivement, j'ai vu le premier pas un peu important, je pense, avec la couve de l'équipe MAG, avec Amine Mathieu. Tu te dis, bon, OK, ils ont compris le truc et qu'ils vont pas faire la rétention de stars ou de personnalités, etc., vis-à-vis des médias. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à les mettre en avant pour que ces gens-là soient un peu les porte-drapeaux, les porte-paroles un peu de ce sport, qu'ils amènent ensuite les nouvelles générations, etc., de participants à la Kings League à se dévoiler, à parler d'eux, etc. Mais ça va être en fait un fonctionnement assez classique de la médiatisation d'un sport, mais avec des nouvelles plateformes, de nouveaux formats, effectivement, le 1 minute 30, des choses comme ça, là où avant on faisait des 20 000 signes, 25 000 signes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place encore pour des 90 minutes et des 20 000 signes. Mais il y a plus de... je pense qu'il y a vraiment un champ des possibles qui est énorme en termes de médiatisation et de culture autour de la Kings League. Oui, parce que c'est vrai que même les médias traditionnels, ce qu'on dit là, le filmer les à côté, les inside, faire du portrait, c'est des choses qui sont faites depuis très longtemps, mais on a besoin encore maintenant visiblement d'autres choses. Sur le public de la Kings League, vous considérez qu'en gros il y a 40% de l'audience qui ne regarde pas du tout le foot traditionnel, c'est ça, c'est à peu près comme ça que vous le chiffrez? Oui, quand on regarde nos chiffres, on a d'abord 85% de notre audience qui est moins de 30 ans, Ouais. donc on est vraiment sur une cible très jeune. Et on a à peu près 40% de l'audience qui n'est pas une audience de fans du foot. On a plein de gens qui viennent du e-sport, par exemple, qui viennent du vidéo gaming et qui trouvent du fun là-dedans parce que ça ressemble à du e-sport, mais c'est du vrai sport. Donc mais on retrouve aussi des fans de foot, hein, très clairement, oui. On les voit. Nous, on ne considère pas qu'on est en concurrence avec le foot. On vient amener un produit différent. En fait, on pense même qu'on est un produit d'appel pour le foot. On vient ramener des jeunes eyeballs, comme on dit, vers le monde du foot, plutôt que de les laisser aller vers des sports plus innovants, plus créatifs. Tout à l'heure, vous parliez de créer des narratifs, créer des histoires, et c'est ça qui est le plus important, et c'est ça qui crée notre succès vraiment. Nous, on crée des joueurs. Les joueurs de la Kings League sont des amateurs. En France, ils étaient principalement en Division 3. En Division 3, il n'y a personne autour du match. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui consomme le contenu après le match. Vous jouez pour vous faire plaisir. Il y a vos parents en général, votre femme. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a personne. Ces gens-là sont devenus, en quelques semaines, des stars vues par des centaines de milliers de gens. Certains se retrouvent avec 1 million de followers sur leur compte Insta, etc. Et ils deviennent des stars. Et les fans s'identifient à ça. Oui. Et ces histoires-là, ça fait vibrer. C'est-à-dire, quand on vibre devant le taekwondo, j'ai tout le respect du monde pour le taekwondo, mais j'ai vibré comme un malade sur le taekwondo. J'y connais rien en taekwondo, parce qu'on m'a raconté l'histoire de notre championne olympique qui était incroyable. Là, vous m'avez raconté cette histoire, j'en ai encore des frissons. Et c'est ça, le foot, le sport en général, doit raconter des belles histoires qui sont émouvantes. Et c'est pas seulement par le sport lui-même, c'est par tout ce qui vient autour, par les personnages qui sont dans ces histoires-là. Et les personnages, comme dans toutes les histoires, doivent se renouveler, il doit y avoir de nouveaux visages, il doit y avoir il y a des bons et des mauvais, il y a des rivalités. Tout ça doit exister. Oui, donc finalement, c'est vrai qu'on revient un peu sur de l'humain, donc ça peut être positif aussi, cette évolution-là. Tu voulais dire autre chose, Pierre? Ouais, non, je disais parce que tu as évoqué une forme de concurrence avec le foot, qui peut nous venir à l'esprit, etc. Est-ce que tu ne crois pas que c'est quand même plus simple d'aller du foot vers la Kings League que d'aller vers la Kings League pour les gens qui ne suivent pas le foot, au foot? Je pense que la Kings League est un point d'entrée assez facile pour regarder un sport qui est du foot, de manière ludique, sans y passer 1 heure et demie ou 2 heures, sans se retrouver dans le scénario que mon fils, à l'âge de 10 ans, n'a toujours pas compris, qui est le 0-0. Mon fils a 10 ans, moi, je l'ai amené voir un match de foot, le premier match qu'il a vu dans sa vie, c'était un 0-0. Le pauvre. Et il m'a dit, mais c'est quoi, papa? Qu'est-ce qui se passe? Qui a gagné? J'ai dit, personne. Et il n'arrivait pas à le processer. Ouais. Donc, je pense que c'est un produit d'entrée. Je crois aussi que le foot est un sport magnifique qui crée des émotions incroyables. La victoire du PSG, les matchs Barça-Inter, etc. Tout ça sont des choses inoubliables et incomparables.
que la Kings League ne va pas remplacer. Hein. Et je pense, pour rebondir, que ça peut faire venir sur le football, pas tant sur la discipline, mais sur les personnalités que vous avez mis en avant et les footballeurs du coup qui ont incarné cette Kings League. Et peut-être qu'effectivement, si tu consommes pas le foot, en règle générale, tu vas voir tel joueur qui est impliqué, tu vas dire mais attends, il fait quoi, c'est quoi son histoire, et finalement tu as développé une proximité avec lui parce que vous avez un point commun, qui est ce côté discipline un peu hybride. Et du coup, je pense que oui, ça peut te faire venir, mais par le storytelling des personnes qui l'incarnent en fait. On est vraiment sur de l'incarnation, et ça, je pense qu'effectivement, c'est sur ça que les passerelles peuvent se faire. Mais comme quand on va s'intéresser d'un club à un autre, pourquoi ? Parce que le joueur qu'on aime passe d'un club à un autre, ou la joueuse qu'on aime passe d'un club à un autre. Et c'est comme ça aussi que se créent des histoires. Après, il y a un paramètre aussi à prendre en compte, c'est que les joueurs, les sportifs d'une manière générale, maîtrisent de plus en plus leur communication, leur image également. Donc ça aussi, c'est un gros défi pour les médias classiques. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça ? C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas leur empêcher de faire cette com, et c'est important pour avoir le rapport au public. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rapporter de plus, nous, en tant que médias ? Déjà, le constat, je le partage 1000 fois, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans le journalisme. Je vois la difficulté qu'on a aujourd'hui d'avoir un joueur pour parler juste de foot. Ouais. Donc fatalement, le fait de pouvoir avoir accès à des joueurs, alors soit d'anciens joueurs, alors je vais prendre les plus connus, Piqué, Agüero, etc., ou des joueurs actuels qui sont un peu impliqués, type Tchouaméni, je pense que c'est plus facile de l'avoir si tu lui dis à un moment, alors je dévoile des secrets de fou, hein, mais c'est plus facile de l'avoir si tu lui dis, promis, on parlera un peu de la Kings League, parce que ça permettra de mettre quelque chose en avant. Il faut trouver un côté gagnant-gagnant entre le média et l'interviewé, sans dénaturer la nature de l'interview et de se dire qu'on peut poser toutes les questions qu'on veut, etc. On peut avoir Tchouaméni et lui demander avoir des questions pointues et peut-être dérangeantes sur la Kings League, je ne sais pas. Mais au moins qu'on s'accorde, qu'on va en parler et que ça fera un côté de visibilité et que les deux seront peut-être gagnants à faire l'interview, quoi. C'est vrai qu'on voit aussi que ce qui fonctionne, c'est quand on va voir un sportif et qu'on lui parle aussi parfois de tout sauf de sport. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose. C'est intéressant parce que ça nous permet de découvrir des personnalités, et c'est aussi quelque chose que le public attend, de savoir, ok, en dehors du footballeur, t'es qui toi ? Qu'est-ce qui te représente ? C'est quoi tes valeurs ? Oui, et encore une fois, pour moi, c'est pour créer de la proximité, pour arriver à trouver des points communs qu'on aurait avec tel joueur ou telle joueuse, parce que en fait, on aime le même chanteur, ou on aime la même marque, ou il aime la mode et moi aussi. Et je trouve que je reviens toujours au mot de storytelling, mais c'est ça. Oui. On veut savoir il n'y a pas que le sport. Pour moi, le sport est un prétexte au final, parce qu'on est là pour avoir du divertissement, faire une pause. C'est quelque chose de très chouette. On a de la chance de vivre du milieu du sport. Waouh, c'est du divertissement en fait. Oui, c'est ça, et ça, parfois, je trouve que dans le traitement, on l'oublie. Oui. Et on oublie aussi l'humain qui est derrière, alors que les gens ont besoin de se reconnaître. Et si on veut aussi partager des belles valeurs, émanciper ces jeunes enfants, etc., ça passe aussi, du coup, par les histoires, par le fait que les gens se racontent sans carapace. C'est ça, peut-être que le sportif a été trop sacralisé, alors finalement, par le passé. On est rentré dans quelque chose peut-être de trop sérieux, ou peut-être, trop sacré, peut-être comme image. On désacralise un peu tout ça maintenant, non ? Il y a un peu une normalisation du discours du sportif. Moi, j'aimais beaucoup le tennis quand j'étais tout jeune, et il y avait McEnroe Connors, quand ils étaient sur un cours de tennis, ils s'envoyaient des insultes. Il se passait des choses qu'on n'a jamais entendues de Federer, Nadal et compagnie. Tout ça, c'est normalisé. Gérard lui-même le dit souvent, il disait souvent, quand je faisais les interviews avec des médias, je disais toujours la même chose. Oui. On a fait un bon match, on a fait un mauvais match, on n'est pas rentré dans le match, je faisais toujours les mêmes phrases. Il n'y avait jamais le droit de sortir. Il y a vraiment beaucoup de guidelines, à la fois des clubs, des organisations, le ligue professionnelle, des fédérations, et quelquefois de médias, parce qu'ils ont certains médias ont des audiences qui sont très conservatrices, donc ils ne veulent pas entendre de choses un petit peu bizarres. Et je crois que cette tendance a fait dériver un peu certaines audiences. On voit que nos audiences sont hyper heureux d'entendre des mots qu'ils entendent dans la rue, de voir des rivaux qui se trash talk et qui se disent des insultes, et de voir des gens qui vont se disputer sur le terrain. Ça leur fait plaisir de voir ça aussi, et c'est alternatif. Ça leur fait aussi plaisir d'interagir avec le streamer ou le content creator. On diffuse, nous, sur des plateformes live, YouTube, TikTok, etc., Twitch, et donc ça permet de dialoguer avec l'audience. Donc l'audience, quand elle a une question, le créateur, le commentateur va y répondre. Malheureusement, ça ne peut pas arriver dans un média traditionnel, et c'est une approche alternative. Donc tout ça crée des émotions un petit peu différenciantes. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que il y a des beaux spectacles qu'on a envie de regarder. On n'a pas besoin d'avoir des content créateurs qui s'insultent pour le voir. Et il y en a d'autres où il y a un côté rigolo à les voir se stresser parce qu'ils vont tirer un penalty. Tout ça est assez marrant.
C'est vrai que Pierre, on a le sentiment que ça reste un milieu un peu conservateur quand même, le football. Dès qu'il y a une évolution, on freine un peu des cas de fer. On a un peu peur de ce qui va arriver derrière, non? Ouais, je me souviens quand la VAR est arrivée, la grosse blague c'était de dire créez votre sport quoi. Ouais. Créez un autre sport, faites autre chose. Oui, un peu, parce qu'on a toujours peur que ça dénature un peu l'essence du foot. L'air de rien, tu disais, il y a beaucoup d'émotions dans le foot. Et on arrive à les avoir dans ce cadre qui est quand même assez bien établi, 90 minutes, 11 joueurs, parfois des trucs un peu chiants, mais bon, il y a du contact, il y a des erreurs humaines, etc., qui amènent un peu ces émotions-là. Donc on a toujours un peu peur que la technologie vienne tout remplacer, etc. Et parfois on voit qu'elle ne résout pas tout. Il n'y a pas moins d'erreurs avec la VAR qu'il y en avait 100, etc. Donc c'est pas simple à intégrer dans un sport. Après là, c'est quand même du tout au tout, parce qu'on change complètement les règles, etc. La taille des buts, etc. Qui me fait plus penser à des buts de cours d'école, un peu finalement, qu'aux buts de foot. Donc le foot est conservateur, oui, mais il est quand même capable de quelques nouveautés. Le problème qu'il a, le foot, je trouve, c'est que parfois il veut mettre toutes les nouveautés d'un coup, quoi. C'est-à-dire que là, la Coupe du Monde des clubs, t'as tout, quoi. T'as la caméra ici, c'est toi ça. La caméra, ils l'ont copié sur Kings League. La caméra Kings League, on l'a vu le 1er janvier 2003, les avis d'arbitre, et ils l'ont copié là-dessus. Mais on est très contents, nous, on est très contents. Ah oui, mais là, tu vois, t'as envie de te dire, mollo, tu vois, c'est quand même un public qui est un peu conservateur pour le coup. Il faut peut-être les amener tout doucement vers de nouvelles choses. Et parfois, t'as l'impression qu'en très peu de mois, t'as plein de nouveautés qui arrivent. Et peut-être que les gens, par réflexe, se disent voilà, touche pas mon sport, tranquille. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Parce qu'il y a le public conservateur, mais aussi les institutions du foot, que ce soit la Ligue, Fédé, club, etc. C'est vrai qu'on a pris des habitudes depuis des années, et c'est parfois pas évident de changer un peu, quoi. Oui, puis on se rend bien compte aussi que les discussions sont déjà complexes entre eux sur la base. Donc effectivement, quand on arrive sur une innovation, moi ce que je pense, c'est qu'en bonne quarantenaire que je suis, moi j'adore mon football de 90 minutes. Oui. Il me convient. Par contre, j'aimerais bien que tout le monde y trouve son compte. Et effectivement, le fait de la caméra embarquée, ok, mais peut-être sur un autre écran. En fait, je pense que la diffusion, on peut jouer beaucoup sur la diffusion et la façon de distribuer ce produit en respectant encore tous les besoins de chacun, en fait. Et qu'on considère un peu plus les gens qui regardent et qui payent pour ça, en l'occurrence, versus les institutions. Mais moi, je veux croire en ce progrès, parce qu'on peut être conservateur de plein de choses et innover sur une façon de diffuser dès l'instant qu'on respecte vraiment les codes de chacun et qu'on n'essaye pas effectivement de faire un mix de tout ou la caméra qui va trop vite. Oh là là! Oh mon Dieu, ça va trop vite. En plus, on dit ça, mais c'est aussi par exemple les multiples changements sur le hors-jeu qu'ils imaginent, etc. C'est ça aussi qui perturbe un peu les fans de foot qui sont là depuis 20, 30, 40 ans, parfois plus. Après, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que les supports maintenant sont de plus en plus multiples. Effectivement, la chaîne de télé linéaire est complétée par une offre énorme à côté. Donc finalement, c'est ce qu'Émilie dit, quoi. Il y a de la place pour tout le monde, parce qu'on peut avoir notre écran télé, regarder notre match de 90 minutes, et à côté être sur les réseaux, avoir une caméra additionnelle éventuellement sur un autre écran. C'est la manière de consommer finalement maintenant le foot de plus en plus fréquente, Pierre. Ouais, pour le coup, il n'y a pas trop de freins par rapport à ça. J'ai l'impression que tout le monde peut trouver à peu près son compte. Je me rappelle la première fois que Free arrivait à acheter les petits droits à côté, là, c'était pas mal quand ils avaient les buts 30 secondes après. Ouais. C'était quand même une façon originale de consommer le foot pour les gens qui n'avaient pas spécialement soit les moyens de s'abonner aux chaînes, ou soit qui n'avaient pas le temps de regarder des matchs de 90 minutes ou de regarder tous les matchs. Voir les buts 30 secondes après, c'était pas si mal, je trouvais, tu vois, c'était pas mal. Tu as des choses comme ça qui peuvent arriver. Tu as effectivement tous les formats un peu sociaux. Aujourd'hui, on voit que le foot, sur les réseaux sociaux, il y a un côté très gamification, très jeu, tu vois, pitch addict, etc., qui mettent un peu une autre façon de voir le foot, avec ce côté très challenge, etc. Donc ça reste comme du foot, il y a un but, un ballon, des gens avec des crampons, et au final, finalement, tu as un truc qui ressemble à du foot dans différents cadres. Mais comme dit Émilie, tout le monde y trouve son compte, quoi. Ouais, avec un thème qui a été abordé qui est très important, c'est évidemment la gratuité ou non, parce qu'on le dit, tout le monde ne peut pas se payer des forfaits également pour avoir accès à toute l'offre sportive qu'on peut avoir sur les médias. Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important, c'est changer ce modèle économique, en fait. Être beaucoup moins dépendant des droits télé, des médias traditionnels, et aller chercher des sponsors. Mais on est au début d'une disruption importante, pas seulement dans le foot et pas seulement en France. La NBA a signé un très gros contrat média, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Tout le monde sait très bien que les audiences télé sont en légère décroissance, que les jeunes consomment beaucoup moins la télé aujourd'hui, et donc la consommeront jamais comme nous, jamais comme moi en tout cas. Et donc par structure, tous les sports dont les modèles économiques sont fondés à 80% sur les droits télé doivent changer, doivent évoluer. C'est pas facile d'évoluer, moi je jette la pierre à personne.
Faire évoluer les règles quand on est FIFA, UEFA, fédération, ligue, etc., c'est très compliqué. Il faut aligner tout le monde. Ça prend des années et c'est normal. Il faut des années pour aligner tout le monde. Nous, on a la chance d'être une boîte qui maîtrise tous les paramètres. Donc on peut décider très vite. Mais si on se projette dans 5 ou 10 ans, on sera plus gros, on sera dans 20 ou 30 pays. Ça sera plus difficile de changer tout ça parce qu'il faudra aligner tout le monde. Donc c'est compliqué. Le choix le modèle économique doit forcément évoluer par structure, puisque les audiences télé ne pourront jamais justifier le prix qui est aujourd'hui payé par les médias. Donc il va falloir aller dans d'autres modèles et nous on a fait le choix évidemment d'aller dans le gratuit total et de monétiser avec des partenaires pour lesquels on maximise la visibilité, puisque tout est gratuit, donc on a des volumes d'impression qui sont très très importants par rapport au sport traditionnel, puisque tout est gratuit et tout est disponible sur toutes les plateformes sociales. Et combien de partenaires en ce moment sur la Kings League? Pardon? Combien de partenaires en ce moment à peu près? France, monde ou... France. France, on a 6 partenaires aujourd'hui en Kings League France pour le premier split. Dans tous les pays en général, on a entre 10 et 12 partenaires. Donc pour le premier split, c'est le temps qu'on a eu pour signer des accords et on aura un petit peu plus. Aller chercher des sponsors, des marques qui veulent travailler dans le sport. Le sport, ça reste quand même un élément qui séduit les marques. Elles ont envie de communiquer par le sport, Émilie. Oui, justement, elles ont besoin aussi de coller aux valeurs du sport et elles aussi de raconter les histoires, parce que quand vous voyez tous les partenaires qu'il peut y avoir sur des événements sportifs ou même les partenaires des athlètes, ils sont là pour se coller à des histoires, pour essayer de se raconter différemment. Quand vous êtes une banque, parler de vos produits bancaires, ok, mais pas que. Vous voulez associer à quelque chose, vous voulez que votre image soit associée à quelque chose. Il y a beaucoup de teams de sportifs aussi qui existent. Et en fait, tout ça, je trouve que les marques, à la rigueur, ont été plus rapides que certains médias, parce qu'ils ont compris que déjà, oui, il y avait un public à aller toucher, qu'ils ne pouvaient plus toucher comme avant, et ils ont voulu se raconter différemment. Donc encore une fois, ils ont pris le risque du digital ou le risque du streaming en disant j'y vais mais j'ai peur, mais on verra. Et puis à la fin, quand tout le monde arrive au bilan des fameux KPI, ce que tout le monde recherche, finalement c'est très positif et tout le monde est très content. Mais oui, il y a beaucoup de marques qui investissent dans le sport. Je pense qu'il faut qu'il y en ait encore plus, et surtout sur l'ensemble des disciplines. Là aujourd'hui, on parle vraiment de foot principalement, mais pas que. Et je pense que les partenaires, les marques ont vraiment un rôle à jouer aussi dans le foot et l'entertainment de demain, parce qu'ils ont l'argent. Et l'argent, ça parle bien aussi. Exactement. Et ils sont a priori friands de communiquer sur le sport. Donc voilà, ça aussi, ça va être pour des médias traditionnels, ça va être une nouvelle manière aussi c'est vrai que quand on dit journaliste, médias traditionnels, on met de côté les sponsors et c'est particulier pour un journaliste et un média traditionnel de se dire maintenant on va dépendre principalement d'une marque, quoi. Il y a 2 niveaux, c'est-à-dire que les journalistes ne se posent pas trop la question des marques, etc., qui financent. Nous, sur des postes à responsabilité dans les médias, effectivement, on est obligé d'y penser. Le financement d'un média, il passe en partie généralement par la pub, donc par les annonceurs. Donc après, tu as un choix, une sélection d'annonceurs que tu fais par rapport à ta ligne d'édito, par rapport à tes principes ou je ne sais quoi. Chacun voit un peu midi à sa porte. Il y a des gros médias qui refusent de bosser avec des paris sportifs, par exemple. D'autres qui acceptent, etc., mais en mettant des règles claires, des limites, etc. Donc la question des sponsors, elle est éternelle. Pour le coup, elle est liée quasiment à l'histoire des médias, ou en tout cas des produits qui sont gratuits ou qui sont pas chers. Parce que du coup, ce qui est pas cher, de trouver sa compensation ailleurs, un magazine, ça coûte 5-6 €. Tu peux pas vivre avec 5-6 €. Donc il faut trouver une façon de combler ça, et les médias et les marques ont toujours été des accompagnateurs là-dedans. Et effectivement, ce qui est fou, et là je rejoins Émilie, parfois il y a eu un temps d'avance chez les marques sur le côté storytelling, raconter des histoires et raccrocher parfois un produit qui n'a rien à voir avec le sport, et à trouver souvent via des activations un peu RSE, etc., à se raccrocher aux valeurs positives du sport, contre l'exclusion, etc., ce genre de choses qu'on voit un peu partout, mais qui marchent souvent très bien et pour lesquels il y a des beaux budgets qui sont parfois débloqués. Donc là-dessus, les médias doivent un peu raccrocher un peu le wagon, quoi. Bon, le foot reste de très loin encore le sport majoritairement consommé par le public, et c'est vrai que le gap avec les autres sports il est tellement énorme. Mais quand on est patron de la Kings League et qu'on se dit là ça fonctionne, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher d'autres sports aussi, parce que c'est ce que disait Émilie, hein, non mais c'est vrai que ça devient important de se dire le foot cache quasiment tout le reste, et il y a des sportifs qui aussi ont besoin d'être mis en lumière et de vivre de leur sport.
Moi, je crois qu'il y a beaucoup de potentiel dans beaucoup d'autres sports. Ouais. La bonne nouvelle du sport, c'est que je ne vois pas le moment où on va s'extasier de voir des robots faire des performances. Oui, je pense que l'IA ne va pas nous remplacer ça. Je crois que c'est l'un des rares business que l'IA ne va pas remplacer. On va continuer à aimer de voir des êtres humains, des hommes et des femmes se dépasser, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc le sport a beaucoup d'avenir. Et je crois qu'il y a beaucoup de sports qui sont undervalued, comme on dit en bon français, sous-évalués, pardon, parce qu'ils ne sont pas présentés au public de la bonne manière. Oui. Je peux en citer plusieurs. Je veux dire, le volleyball, par exemple, est un sport extrêmement spectaculaire. Oui. En France, on est un énorme pays de volleyball. Il y a deux fois champion olympique. Et quand on voit le niveau de business qu'on fait dans le volleyball en France, c'est incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de sports qui peuvent être disruptés de la même manière. Et oui, Kings League, ça ne va pas s'interdire de regarder d'autres sports dans le futur. Ah, très bien. Mais ça, c'est très français de donner moins de place ce que vous voyez, vous, dans d'autres pays européens. On est encore sur du très foot. Dans d'autres pays européens, on est à peu près de la même manière. En revanche, aux États-Unis, on a compris ça. Aux États-Unis, il y a énormément d'investissements qui sont faits dans plein de nouveaux sports. Il y a une ligue de snowboard qui a été créée, une ligue de volleyball féminine qui a levé plus de 100 millions. Il y a une ligue qui s'appelle TGL qui est du golf virtuel. On joue au golf mais dans une venue fermée. Et donc quand on tape la balle, elle passe dans un écran virtuel et donc elle est simulée. Il y a énormément d'innovation. Et parce qu'on pense tous que fondamentalement, ces émotions-là ne vont pas être remplacées par de l'électronique, ne vont pas être remplacées par une intelligence artificielle. C'est sûr. Ça, c'est sûr et c'est une bonne nouvelle. Ne pas enterrer les médias traditionnels, c'est vrai qu'on l'a déjà un peu dit, mais voilà, ce côté, il faut que les sports continuent d'exister tels qu'ils sont, mais laisser de la place aussi à d'autres formats, à d'autres sports également. Ça, c'est un des gros enjeux des médias aujourd'hui, Émilie. Être complémentaire, pendant un moment, on disait beaucoup que la communication devait être 360. Oui. On avait tout le temps ce terme, tout devait être 360, et je pense qu'on l'a oublié alors que c'est quand même la base. En fait, c'est d'arriver à couvrir sur l'ensemble des plateformes, l'ensemble des médias, et c'est OK en fait, de façon, encore une fois, il faut s'intéresser à la personne qui consomme et comment elle consomme. Et si c'est par la presse et Twitter, très bien, on fait le lien. Et si c'est de la télé, moi je sais que je suis incapable aujourd'hui de regarder la télé sans avoir mon téléphone à côté. Oui. Ok, donc ça veut dire que c'est possible et on peut le faire. Et en même temps... Et vous êtes très jeune. Merci beaucoup. Arrêtons-nous là-dessus, je reste là-dessus. Non, et de voir aussi qu'il y a d'autres manières de consommer. Le streaming, c'est très bien, néanmoins. Oui, on peut faire des sujets aussi. La télé ne sera jamais morte dans le sens où les replays aujourd'hui ont pris une place très importante. La télé nous obligeait avant à être à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas et on peut quand même tout consommer quand on le souhaite. Donc, je pense que c'est juste être beaucoup plus smooth, mais surtout ne pas oublier qui consomme et qu'est-ce que ces gens-là recherchent. À qui on s'adresse et être plus souple, Pierre. La difficulté sur ça, c'est qu'avant, pour schématiser, tu avais en grosso modo la télé, la presse écrite et Internet, quoi. Oui. Et un peu la radio, tu avais 4 médias. Aujourd'hui, tu as toujours ces 4 médias-là, qui s'adressent chacun à un public en particulier, etc. Et tu as les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est pas un 5e truc. Les réseaux sociaux, c'est plein de réseaux sociaux différents qui ont chacun une audience bien particulière. Tu parles pas de la même façon sur Facebook, qui existe encore, que tu parles à X ou sur Thread ou sur TikTok, etc. Et donc ça, la difficulté côté média, c'est l'investissement que ça demande. C'est-à-dire que tu fais pas les mêmes choses sur chaque plateforme. Et fatalement, il y a des investissements à faire et des choix parfois à faire par rapport à tes ressources. Ça, c'est compliqué. Mais en vérité, c'est vrai que le côté 360, aujourd'hui, il est encore plus large qu'avant. C'est-à-dire que tu peux bien affiner chaque tranche, quoi. Sur X, sur Thread, sur TikTok, etc. Tu peux vraiment faire plein de choses différentes et te dire que tu as couvert le sport, que ce soit du foot, de la Kings League, du volley ou autre chose. Tu peux avoir vraiment couvert tous les aspects, toute la façon de raconter une histoire. La même histoire, tu peux la faire sur 20 000 signes, 90 secondes, 10 images, etc. Un podcast de 20 minutes ou d'une heure et demie. Et en fait, tu as 1000 façons de raconter une chose, mais qui te permet de toucher tout le monde, quoi. Et ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à avant, je trouve. Et c'est un sacré défi pour un directeur de la rédaction, alors. Ouais, ça coûte cher. Ouais. Oui, parce que pendant longtemps, on a regardé tous ces nouveaux moyens comme étant l'autre truc, il faut faire quelque chose. J'ai un média principal et bon, mets deux, trois résumés là-dessus. Oui. Sauf que les nouvelles générations consomment ce petit truc d'abord. Oui. Même pour le sport qu'elles préfèrent. Moi, j'ai un fils qui est un énorme fan de basket et il ne regarde le basket que sur les réseaux sociaux. Oui. Mais il sait tout, hein. Il sait tout sur tout. Mais que sur les réseaux sociaux. Il ne va jamais regarder un match. C'est sa consommation principale. Donc, ça a changé et cette disruption, elle implique une disruption du modèle économique.
Oui. Ce changement de consommation fait que le modèle économique doit changer. Et donc, on est dans ce moment-là. La France est finalement en avance quand on regarde la Ligue 1, en avance par rapport à d'autres pays, mais je suis complètement convaincu que d'autres pays vont avoir les mêmes questions, les mêmes problèmes à résoudre dans les années à venir de redéfinition du modèle économique, du sport en général. Ce qui veut dire qu'on n'a jusqu'à présent pas assez estimé les réseaux sociaux. Peut-être qu'on les a laissés un peu de côté pendant un moment. Nos générations, les générations plus anciennes ou les médias plus traditionnels se sont dit bon, c'est à côté, on verra ce que ça donne. Et maintenant, c'est une obligation finalement. Je pense qu'on n'a pas vu au départ la puissance possible et surtout on l'a pas vu parce que au départ, les réseaux sociaux, c'était vraiment le ramassis de beaucoup de choses. Mais à partir du moment où les technologies algorithmiques s'améliorent, on navigue ces milliards de contenus très très facilement. Puisque ces algorithmes sont capables de savoir tout de suite ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, avec un coup de pouce, et puis c'est terminé. Et donc, on a un remote control qui est là, et cette télécommande là, nous permet de naviguer des milliards de chaînes. C'est magnifique. Et donc, ça, on ne l'avait pas vu venir. On n'avait pas vu venir qu'on allait pouvoir naviguer ces contenus aussi facilement. Pour eux, c'est facile. Pour nos enfants, c'est facile de naviguer ces contenus, donc ils le font. Et donc, ils n'ont pas besoin de s'asseoir sur un écran, d'appuyer sur un remote control où il n'y a que 30 ou 40 chaînes. C'est beaucoup mieux d'aller ailleurs, parce qu'on va tout avoir. Donc ce changement de consommation implique un changement de modèle. C'est forcé. Donc on n'est pas sur une évolution, parce que c'est vrai qu'en fin à discuter tous ensemble, c'est presque une révolution totale en fait. Ça a pris du temps, parce que comme Pierre le disait, ça fait quand même plusieurs années qu'on sent que ça s'effrite et qu'il faut changer les choses. Maintenant, c'est une forme d'obligation pour tout le monde de s'adapter, mais du coup c'est assez révolutionnaire quand même. Une révolution de format. Ouais. C'est-à-dire qu'on va demander aux marques, aux institutions, sur Instagram et TikTok, il faut faire des vidéos de 45 secondes. Oh pétard. Quand ils avaient l'habitude de faire des films publicitaires de 8 minutes, 45 secondes, qu'est-ce qu'on va y mettre? Mon logo passe pas. Avant, c'était le logo toujours plus gros. Ça, c'est... Voilà. Et aujourd'hui, c'est... surtout de façon très discrète. Il faut surtout que ce soit dans l'histoire qu'on raconte, etc. À côté de ça, on leur explique qu'un stream, c'est minimum 1 heure. Il faut que les gens prennent le temps. Il faut que les gens aient le temps d'arriver, etc. Donc, c'est plein de codes qui sont nouveaux et oui, révolutionnaires, parce que chaque réseau, chaque plateforme a ses propres codes. Donc en fait, effectivement, on ne peut pas juste dupliquer. Le programme télé, tu mets pas juste ton replay sur YouTube ou sur Twitch en disant bon, c'est bon, ça passe. Ouais. C'est bon, je l'ai fait. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas Donc suffisant. c'est vraiment comment tu arrives à recaler à tous ces codes de nouvelles plateformes. Néanmoins, je pense que on a assez de contenu normalement pour le faire, mais il faut avoir effectivement assez de ressources. Et ça, j'ajoute à ça qu'il faut exister par rapport à ça. C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais un média, tu es journaliste, tout le monde ne pouvait pas être journaliste. Aujourd'hui, comme tu disais, sur ton téléphone avec ton pouce, tu peux tomber aussi bien sur une vidéo de l'équipe, de SoFoot ou de je ne sais qui, d'un média qui est imposant, qui est quasiment une institution dans son domaine. Et juste après, tu peux tomber sur une vidéo d'un mec tout seul dans sa chambre qui a fait un truc super. Et tu te dis merde, ouais, d'accord, ok, en fait ils ont plein d'idées et en fait c'est hyper concurrentiel et tu te dis comment moi j'existe en tant que média avec mes règles à moi, tu as des contraintes qui sont différentes de celles de monsieur tout le monde dans sa chambre, etc. Et ça c'est une vraie difficulté, ça c'est un vrai défi pour le coup. Oui, c'est un vrai défi et qui va nous animer encore pendant quelques années. Ouais. A priori. Jamel nous parlait des évolutions de la Kings League qui pourrait s'intéresser à d'autres sports, qui va se développer, j'imagine, aussi dans d'autres... J'ai lu également que les régions de France, ça pouvait être un enjeu également dans les prochaines années, non? C'est ça? C'est bien enseigné. Ouais. Je lis la presse. Je lis encore la presse. Non, mais je crois qu'on l'a décidé il y a 2 jours en réunion. Ah ben voilà, j'ai lu au bon moment alors. Oui, on va emmener Kings League dans les régions. Ouais. On va emmener Kings League dans les régions. Pour le premier split, on a organisé tout à Paris. On a sélectionné des joueurs qui étaient de la région parisienne. Mais on a envie d'emmener Kings League dans les régions, de sélectionner des joueurs pour la prochaine saison et pour la prochaine Coupe du Monde qui seront dans différentes régions. Donc on est en train de préparer un super programme là pour à peu près après la rentrée, où on va emmener Kings League dans différentes régions de foot, y compris la mienne. Moi, je suis Marseille. Donc. Ah, Marseillais, d'accord. Bah voilà, ça y est, on le sait. Le côté également délocalisé, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que peut-être que aussi les médias traditionnels sont très parisiens aussi, peut-être. Il y a ce côté-là d'aller chercher aussi. Il y a le sport amateur, on l'a pas évoqué, mais évidemment, quand on parle des modifications de règles, il y a aussi le sport amateur qui est important. Il y a le sport en région, et voilà, c'est peut-être aussi des choses qu'il faut aller chercher de plus près. Ouais, et en même temps, les réseaux sociaux ont permis justement de travailler cette proximité. Parce que normalement, vous allez toucher les gens directement dans leur foyer. Vous pouvez aussi géolocaliser vos communications, etc. Après, ce qui est très important dans tout ce qu'on se dit, c'est qu'il y a
toute la facette digitale, mais il y a aussi toute la facette real life. Et quand Jamel dit la Kings League, on va l'emmener aussi en région, c'est l'emmener physiquement. Et donc ça aussi, c'est important, c'est d'allier effectivement ces deux choses-là de façon à ce que, encore une fois, le public, les consommateurs se sentent considérés. C'est-à-dire que qu'importe où je vis, dans mon petit salon, je me sens considérée par telle ou telle discipline, telle ou telle marque, telle ou telle communication. Et ça, je pense que justement, les réseaux sociaux ont ouvert le champ des possibles sur ce sujet-là, un tant soit peu qu'on n'oublie pas l'humain et les événements vraiment physiques. Comment on peut encore innover alors, Pierre Pierre, comment... je te lance la patate chaude. Ouais, là, je vais pas te donner ma super idée que j'ai parce qu'il faut que je la dépose. Non, j'ai pas de... Je sais pas, franchement, faut toujours déjà écouter ce que nous disent les générations qui arrivent, mais pas que. Aussi les gens qui regardent le foot depuis longtemps et qui peuvent à un moment se dire tiens, peut-être qu'il y a ils ont peut-être telle remarque à faire sur le foot, etc. Et c'est un peu pour le coup le rôle des médias, de se dire tiens, de remarquer qu'il y a un phénomène d'inquiétude ou de lassitude sur telle ou telle chose qui fait que ça peut donner lieu à une idée, etc. C'est comme ça que ça marche l'innovation, c'est que tu réponds à quelque chose, à un constat qui est fait. Et nous, en tant que médias, on fait ça, on dresse des constats et on les analyse et on cherche d'où ça vient, on regarde un peu comment ça se concrétise sur le terrain. Et après, il y a des gens qui innovent bien mieux que moi, mais je sais pas trop, je sais pas où va le foot. Ouais. Est-ce qu'il y a 20 ans, quand je commence le foot, tu me dis dans 20 ans on va jouer au foot avec un ballon jeté au milieu et des petits buts et ça va faire des centaines de milliers de vues? J'aurais dit non, je crois pas. Ouais. Et en fait, si. Donc voilà, tu vois, c'est dur d'imaginer, je sais pas, honnêtement. Ouais. On n'a pas fini d'être surpris, mais c'est ça aussi qui est excitant là pour l'avenir, c'est de se dire que là, le champ des possibles, il est énorme. Ah, moi j'adore, moi je viens du monde de la tech, je suis jeune dans le sport, ça fait que 2-3 ans que je bosse dans le sport. J'ai passé toute ma vie dans la tech et j'adore parce que dès qu'on a un truc nouveau, on sait qu'il faut le jeter et passer à la suivante et ça j'adore. Le sport est resté très très successful sur les mêmes bases pendant des décennies. Je crois que c'est fini avec cette génération. Cette génération, encore une fois, ils sont exposés à tellement de possibilités qu'ils ont envie d'en consommer. Ils ont envie de consommer ces possibilités. Si vous aviez une trentaine de gâteaux devant vous, vous auriez envie de les bouffer un peu tous après les autres. C'est normal. Et donc, il faut innover. Ils sont curieux, ils ont envie d'avoir des nouvelles choses. Et il faudra continuer à innover. Et on peut innover de plein de manières. Bien entendu, on peut innover dans les règles du jeu, dans la manière dont on joue, la taille de plein de choses. Mais aussi, on peut beaucoup innover aussi comment on produit l'image. Par exemple, on a beaucoup d'innovations à Kings League sur ça par rapport à on produit, nous, avec une image qui ressemble presque à un jeu vidéo. Oui. Et on produit avec un objectif, c'est que ce soit consommé là-dessus d'abord. Oui. Donc l'image que l'on doit produire doit être d'abord parfaite sur ce device-là et pas sur celui-là. Support, ouais. Et donc, toutes ces innovations-là, ça participe à tout ça. Les personnages qu'on fait rentrer dans le narratif, les technologies qu'on va utiliser de virtual réalité, etc. Donc il y a plein de possibilités pour innover lorsqu'on ne se limite pas à l'idée que le sport, c'est simplement des êtres humains qui pratiquent une règle qui a été inventée il y a 100 ans. C'est pas ça le sport. Le sport, c'est un moyen de s'amuser. C'est un moyen de créer des émotions. Et il y a plein de moyens de créer ces émotions-là si on se donne un peu de liberté. Oui. C'est vraiment ça le problème de beaucoup de sports traditionnels. C'est le manque de liberté qui exige. J'en parlais avec notre prochain directeur des Jeux Olympiques d'hiver, Edgar Gros-Piron, qui était là. Et je lui ai demandé est-ce que vous allez pouvoir créer de nouvelles choses? Est-ce que le comité olympique va vous laisser faire? Il m'a dit c'est pas facile, mais on va essayer. Pour Paris, ils ont réussi à faire 2-3 choses qui étaient vraiment super. Et c'est vrai que il y a eu des innovations. C'est pas facile dans ces organisations-là, qui sont des organisations anciennes, qui ont eu beaucoup de succès aussi avec ces choses-là. Mais ces choses-là, aujourd'hui, on est dans un monde différent. Les jeunes générations ont envie de consommer des choses nouvelles plus fréquemment que les anciennes. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent dans des sports un peu émergents, type le padel ou par exemple, je sais pas, la IF1, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent côté Kings League là-dedans? Oui, en fait, il y a tous les sports sur lesquels le spectacle est trop long, où il y a un manque d'intensité ou trop de temps mort, sont des bons candidats à ce que l'on fait dans la vie. Voilà. Tous les sports qui se sont aussi trop normalisés d'un point de vue histoire, c'est-à-dire que l'histoire est toujours la même. J'adore le tennis, mais les speeches de fin de tournoi sont tous les mêmes. Je veux dire, mais tous les mêmes. Tout ça est pas possible pour les jeunes générations. C'est pas possible. Ils n'ont pas envie de voir ça. Ils ont envie de voir des choses nouvelles. Ils ont envie d'être surpris. Ils ont envie d'être impliqués. Ils ont envie de pouvoir s'exprimer et qu'on leur réponde. Et ça, il faut leur donner. Et donc, il y a beaucoup de sports qui peuvent être des bons candidats à tout ça. Il y a des choses qui se passent. Patrick Moratoglou a fait l'UTC, je crois que ça s'appelle Ultimate Tennis. Je ne sais plus ce qu'est le C.
où il a changé un peu les règles, il a fait une seule balle, on ne peut pas servir 2 balles, etc. Pour l'instant, ça marche pas trop mal, c'est pas encore le super succès, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation et il va y en avoir encore plus, j'en suis persuadé. Et associer les sportifs aussi, parce qu'on imagine qu'eux aussi, ils ont peut-être parfois plus de souplesse, de liberté, de pouvoir s'exprimer un peu plus comme ils l'entendent aussi. Quoi. Ça, vraiment. Oui, et puis pour moi, c'est primordial en fait pour faire les passerelles et montrer qu'on ne développe pas quelque chose de son côté. C'est vraiment ensemble parce que, rappelons-nous, le sport ou l'e-sport, pour moi, c'est une capacité de réunir les gens. En fait, le divertissement, vous voulez vivre des émotions à un instant T, vous voulez les vivre ensemble, vous voulez les partager même virtuellement avec les gens. Et ça, faut pas l'oublier. Et je pense que aujourd'hui, le digital a créé des passerelles de proximité avec les sportives, et que ça, il faut vraiment le conserver parce qu'on arrivera à avoir un modèle, à mon sens, très rentable et très vertueux pour tout le monde. Surtout qu'il va falloir les emmener dans tout ça parce que pour moi il y a aussi l'après-carrière, il y a plein de choses à réfléchir là-dessus. Oui. Pour le coup c'est plutôt une bonne période pour être retraité dans le foot, dans le sport en général. Ouais, il y a plein de choses à faire. Je veux dire, non mais si je schématise avant, en vrai, t'étais footballeur, t'as arrêté ta carrière, c'était un peu le vertige quoi. Soit je deviens un peu consultant mais bon t'étais pas sûr, soit je fais du foot golf quoi. En gros c'était ça quoi. Ou je deviens coach mais tout le monde. Aujourd'hui t'as quand même la possibilité d'encore jouer quelque part. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu peux jouer à Kings League, t'as encore les footballeurs retraités d'aujourd'hui sont pas ceux d'avant, donc physiquement à 35, 40, 45 ans ils sont encore en forme. Ouais. Ils peuvent largement faire le jeu en Kings League par exemple. Donc ça c'est une vraie opportunité pour eux quoi, de poursuivre leur carrière et pas de se dire ma carrière s'arrête à 35 ans sur les terrains quoi. Et ben voilà, ça laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir des sportifs, des acteurs du sport, des médias, de tous les créateurs de contenu. Merci beaucoup, les 45 minutes sont déjà passées, ça a été rapide. Merci beaucoup Émilie Ross, merci également Pierre-Mathieu Maturana et merci Jamel Agawa d'avoir été avec nous pour cette discussion. C'était un plaisir, salut à tous.